qui avait le contrôle de la diapositive en français. Est-ce qu'on peut y aller? Monsieur Aristote, vous êtes prêt? Faites vite. OK, activez le micro. D'accord. Donc, Monsieur Abdias, vous allez juste passer les diapositives en français et me donner, avancer s'il vous plaît, et commencer l'enregistrement. Merci. Oui, l'enregistrement est en cours. Alors, arrêtez, recommencez. OK, c'est bon. Donc, bienvenue à tous et à toutes dans ce séminaire en ligne de l'Université IAGIB Africa. Vous pouvez avancer à l'autre diapositive. Donc, mon nom est Romaric Segla, je suis le modérateur de cette session et aujourd'hui, nous allons parler de la pratique de la désinformation en période de crise. Donc, prochaine diapositive. Donc, voici le programme du jour. Nous allons faire l'ouverture en plénière. Comme j'ai pu l'indiquer, vous avez deux salles aujourd'hui, une en française et l'une en anglaise. Si vous m'entendez ici, c'est que vous avez pu rejoindre la version en français et les autres participants sont dans la version en anglais. Donc, après ces informations de logistique, je vais rapidement introduire l'intervenant de ce jour et puis lui laisser la parole. Et puis, nous aurons ensuite une session de questions-réponses et nous allons clore le séminaire. Prochaine diapositive. Donc, aujourd'hui, nous avons tenu à parler de cette thématique parce que nous observons tous les jours des mécanismes de désinformation de plus en plus croissants. Et il est important pour l'université IAGIB, dans le cadre de ces formations, d'aussi développer des compétences et des connaissances pour permettre que vous de comprendre comment garantir l'accès à une information fiable en période de crise. Le conférencier du jour s'appelle Monsieur Aristote Gandieto. Il est lauréat du programme spécial Talpiot Junior délocalisé. C'est un ingénieur de recherche en intelligence stratégique au laboratoire de communication et stratégie de l'université IAGIB. Il est par ailleurs membre de plusieurs équipes interuniversitaires d'enseignement et membre du réseau des polytechniciens d'IAGIB Africa University. Prochaine diapositive. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Gandieto et merci pour votre présence. Bonjour à tous, ou bonsoir en fonction de vos positions géographiques stratégiques. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la pratique de la désinformation en période de crise. Je suis Aristote Gandieto, ingénieur analyste. La vérité en temps de guerre a tendance à être très fluctuante. Entre les campagnes de désinformation et les médias qui ne sont pas neutres, fiables ni objectifs, de nombreux acteurs s'engagent dans la communication stratégique pour atteindre des objectifs illégitimes par la propagation de certaines nouvelles ou informations nuisibles à le public cible. Dans ce contexte, vous savez, la désinformation est généralement utilisée pour désigner la diffusion délibérée d'informations malhonnêtes destinées à semer la confusion ou à manipuler les gens. Nous irons plus en profondeur dans la suite de notre présentation. Elle est particulièrement dangereuse car elle est souvent bien organisée et renforcée par des technologies automatisées. En outre, les campagnes de désinformation ont tendance à être plus fréquentes dans les situations de crise ou d'incertitude nationale. Ils sont généralement utilisés comme une arme pour déstabiliser un pays, nuire en nuisant ainsi donc à l'opinion publique
voire en s'immisçant dans les campagnes électorales, comme nous avons vu en 2016 aux États-Unis. Il est important que nous passions sur donc, quelques notions de base pour appréhender la chose à sa juste valeur. Alors, une information, c'est quoi? En droit, ce sont des données issues d'une enquête pour établir la preuve d'une infraction, pour en découvrir les auteurs. Mais dans le renseignement, c'est une indication, une précision que l'on donne ou que l'on obtient sur quelqu'un ou quelque chose. Pour on évolue. Selon le Larousse, il s'agit de tout événement, tout fait, tout jugement porté à la connaissance d'un public, plus ou moins large, sous forme d'images, de textes, de discours ou de son. Donc, vous pouvez avoir des photos, des vidéos, des tests, des screenshots, comme on appelle, des captures d'écran. Donc, il peut faire preuve, donc, il peut faire objet d'information. Dans notre contexte, ici, elle est peut-être vue comme l'ensemble de tous les paramètres transmis sur une situation réelle. Et sa manipulation conduit donc à la communication. Mais avant d'aborder la communication, nous allons aller un peu plus en profondeur de l'information. Quel est le rôle d'une information? Une information permet de comprendre son environnement, permet d'aider à la décision, permet de coordonner les actions. Une information, ça sert à communiquer à l'interne et à l'externe. Alors, une bonne information, une information de qualité, doit respecter évidemment 3 critères. La première, fiabilité. La deuxième, la pertinence. Et la troisième, donc, elle doit être d'actualité. Fiable. Pourquoi? Parce que nous avons besoin qu'une information ait une source. Nous allons donc à la pertinence. Il faut préciser à ce niveau-là que la source doit être crédible. L'actualité, vous savez, il faut que ça touche des choses du quotidien, dans l'heure actuelle ou le sort. Qu'est-ce que donc la communication, dont j'en parlais tout à l'heure? C'est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une quelconque information. Au sein d'une entreprise, elle est définie comme l'ensemble des techniques et moyens lui servant à présenter ses produits, ses services ou bien même son activité. Donc, comme je disais tantôt, la communication, c'est la manipulation de l'information. Et ceci peut être un véritable défi pour nos démocraties. Nous allons le voir un peu plus loin. Faisons une petite nuance entre information et communication. Alors, au niveau de l'information, vous avez la transmission, vous avez les données, vous avez les matériaux, vous avez les faits. Par contre, au niveau de la communication, vous avez les échanges, vous avez le sens de l'information, donc son orientation, vous avez le dialogue, vous avez la reconnaissance des faits. En un mot, en information, vous avez le contenu, et en communication, vous avez la relation. Évoluant. Qu'est-ce qu'une stratégie? Parce que la désinformation, bien sûr, fait partie d'un grand ensemble, et cet ensemble, c'est la stratégie. Donc, des personnes, des parties prenantes. Une stratégie est la manière d'élaborer, de diriger, de coordonner des plans d'action afin d'aboutir à un objectif déterminé, programmé sur le court ou le long terme. Le but principal étant d'éviter le pilotage à vue. Donc, une stratégie doit être appliquée et apporter des résultats positifs. Sinon, ce n'est pas une bonne stratégie. En parlant de stratégie, dans le cadre où nous sommes de la désinformation, évidemment, nous avons les lobbyistes. Mais le lobbying, c'est quoi? En politique, le lobbying est l'acte de tenter légalement d'influencer les actions, les politiques ou les décisions des représentants du gouvernement, des législateurs ou des organismes de réglementation. En entreprise, c'est une stratégie menée par un groupe d'intérêt, groupe de pression ou groupe d'influence appartenant à un même secteur d'activité professionnel et cherchant à défendre ses propres intérêts auprès donc des décideurs politiques. Pour on évolue un peu sur le... Voyons un peu comment ça se passe le lobbying. Avec le schéma que vous avez devant vous, nous allons voir le rôle de lui dans la prise de décision. En haut, vous avez les parties prenantes. En bas, vous avez les décideurs politiques. De votre côté gauche, vous avez l'opinion publique. Du côté droit, vous avez les médias. Donc, les lobbyistes, qui sont donc en relation avec les parties prenantes,
se servent donc des médias pour influencer l'opinion publique. Et cette opinion publique donc, entraîne une réaction au niveau des décideurs politiques. Donc, action égale réaction, réaction donc égale résultat. Évoluons sur le PowerPoint. On parlait tout à l'heure d'opinion publique. Qu'est-ce que c'est que l'opinion publique? L'opinion publique, c'est l'ensemble des convictions, des valeurs, des jugements, des préjugés, des croyances, plus ou moins partagées par la population d'une société donnée. Tout à l'heure, on a parlé d'information. Nous avons différentes formes que peut prendre l'information. Nous avons donc la désinformation, nous avons la mésinformation et nous avons la malinformation. La désinformation, c'est une information qui est fausse. Et la personne qui la diffuse sait qu'elle est fausse. C'est un mensonge délibéré et intentionnel qui montre que les gens sont activement désinformés par des acteurs malveillants. Mais la mésinformation, c'est une information qui est fausse. Mais celui qui la diffuse pense qu'elle est vraie. Ce n'est pas intentionnel. Par contre, la malinformation, c'est une information qui est vraie, basée sur la réalité, mais diffusée avec pour seul but de nuire à une organisation, un pays, porter préjudice à une personne ou à une entreprise. De façon pratique et pragmatique, la désinformation, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques de communication visant à tromper des personnes ou l'opinion publique pour protéger des intérêts ou influencer cette opinion publique-là. L'information fausse ou faussée est à la fois délibérément promue et accidentellement partagée. Qu'est-ce que cela voudra dire? Délibérément promue et accidentellement partagée. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur votre téléphone portable. Vous êtes sur les réseaux sociaux, WhatsApp, donc sur les statuts, ou alors vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Vous recevez une information, donc vous avez peut-être une vidéo qui passe, ou une image, ou un écrit, et vous êtes choqué par ce que vous venez de recevoir à travers ce message. Celui qui a envoyé ce message connaît le but de ce message, donc il l'envoie. Et quand vous êtes choqué, vous ne vous demandez pas, vous ne vous posez pas la question. Et c'est ce que 95% de la population fait. Ne vous posez pas la question de savoir est-ce que cette information-là, elle est vraie ou elle est fausse. Vous la partagez avec vos proches, votre entourage, vos collègues, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on parle de délibérément promu et accidentellement partagé. Parce que vous n'avez pas pris la chose dans sa grande mesure. Vous n'avez pas pensé un instant que cette information-là peut être vraie ou être fausse. Évoluons un peu sur le PowerPoint. Alors, c'est quoi l'objectif de la désinformation? Vous l'aurez compris, c'est propager délibérément des fausses informations en les faisant apparaître comme venant de sources neutres ou amies pour influencer une opinion et affaiblir un adversaire, ou alors pour régler une conjoncture ou infléchir des positions. Selon Vladimir Volkov, écrivain d'origine russe, quand on dit russe, les gens sont fatigués, ben, il faut pouvoir préciser parce que les gens, ils ont de grandes expériences dans le domaine. Il y a d'abord le département A du KGB qui se chargeait uniquement que de ça. Donc, alors, selon Vladimir Volkov, manipuler l'opinion, l'objectif de la désinformation, c'est manipuler l'opinion publique à des fins politiques, avec une information traitée par des moyens détournés. Sur le PowerPoint. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une situation de crise? Selon Laurent Combalbert, négociateur de crise, la crise se caractérise par une situation sortant du cadre habituel des incidents communs, avec la nécessité de prendre en urgence des décisions stratégiques et d'organisation. Les enjeux apparaissent donc comme exorbitants, multiples et pour la plupart ne se révèlent qu'au fil du temps. En ce sens, la crise peut être technique, économique et ou humaine. Elle est alors d'origine interne ou externe et est la conséquence soit d'un processus de déstabilisation interne, soit d'un incident grave. Je vous donne un exemple. Dans le cadre des fonctions d'une force de l'ordre, donc je prends l'exemple, un policier. Un voilà l'arraché n'est pas une situation de crise. Pourquoi? Je définis d'abord rapidement ce que c'est que voilà l'arraché. Voilà l'arraché, vous êtes sur la voie, vous avez votre sac. Quelqu'un passe, vous arrache le sac et court. Quand vous irez
au commissariat, vous allez porter plainte. Ça, ce n'est pas une crise. Ça ne sort pas du cadre inhabituel du policier. Par contre, si jamais les documents, dans ce qui est volé, il y a des documents sensibles et donc peut faire objet de désinformation, peut servir à vous nuire ou à nuire à une entreprise, à un pays, là, nous sommes dans une situation de crise. Le terrorisme est une situation de crise. Je ne sais pas si vous faites un peu la nuance. Peut-être pendant les questions, s'il y a des trucs, on peut revenir là-dessus pour étayer encore plus d'explications. Évoluer un peu sur le parcours. Alors, voyons rapidement une méthode de mise en œuvre de désinformation. Premièrement, il y a 3 étapes. La première, c'est la planification. Comme dans tout domaine, il faut planifier. Donc, alors, celui qui désinforme, il a la vraie information. D'accord? Parce qu'il parle toujours de quelque chose. Il a d'abord la vraie information. Et il maîtrise les procédés de cyberactivité malveillante. Il connaît le processus des informations. Donc, une fois qu'il a manipulé son information, qu'il a détourné, il met ça sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, tout ce que vous voulez, Internet, les flux RSS, tout. Et donc, à partir de ce moment-là, vous recevez, comme je disais tout à l'heure, vous recevez et vous partagez. Une fois que vous avez partagé, des gens vont liker, vous-même y compris, vous allez liker, vous allez aimer, vous allez commenter, vous allez hashtaguer, tout ce qui va avec, vous le savez. L'information donc va être amplifiée parce qu'elle aurait pu choquer des gens, aurait pu toucher les valeurs des gens. À partir de ce moment-là, l'institution concernée par cette fausse information va vouloir rétablir la vérité. Et donc, on va répondre sur le truc et partager également tout ce qui va avec comme élément de preuve. Donc, il y aura l'élimination de la fausse information. Et même si la fausse information a été éliminée, beaucoup de personnes l'auront déjà vu. Et donc, ça va encore prendre plus d'ampleur. Et bien sûr, quelque part dans la tête des gens, le bénéfice du doute sera toujours là. Évoluer un peu sur le parcours. Voyons maintenant quelques pratiques de désinformation en période de crise. Donc, nous allons prendre quelques situations de crise. On va parler d'un peu de comment est-ce qu'il y a des désinformations à ce niveau-là. La première guerre du Golfe Persique, 90 à 91. Le casus belli, c'est l'invasion de la Koweït par l'Irak. Donc, l'Irak a envahi la Koweït. Il y a eu donc des manœuvres militaires, il y a eu les faux témoignages. Je passe sur les manœuvres militaires d'abord. Les USA engagent 2 opérations. Bouclier du désert, ensuite tempête du désert. Bouclier du désert qui démarre donc en août 90, qui finit donc en janvier 91. L'objectif est donc de protéger l'Arabie saoudite. Parce que ils ont sorti des documents, ils ont fabriqué des preuves qu'ils ont mis à la disposition de l'Arabie saoudite pour leur dire que l'Irak allait les envahir. Ensuite, il y a eu la deuxième opération des États-Unis, bien sûr avec la coalition des 35 États, qui est la tempête du désert. La tempête du désert, c'est donc de janvier 91, février 91. L'objectif à ce niveau-là, c'est mettre fin à l'occupation. Il s'agit donc de campagne de bombardement, d'assaut terrestre et tout ce qui va avec, vous savez. Et la France a supporté cela à travers 2 opérations également. Vous avez l'opération Salamandre et l'opération Daguet. L'opération Salamandre qui va avec l'opération Bouclier du désert et l'opération Daguet qui va avec l'opération Tempête du désert. Passons maintenant au faux témoignage. Et c'est là où il y a réellement la pratique de la désinformation. L'affaire des couveuses au Koweït, ça c'est un exemple palpable. C'est un montage pour faire accepter la guerre du Golfe. Et on a inventé des massacres de nouveau-nés. Alors, une jeune fille, Naira, 15 ans, supposée être infirmière, fait un témoignage devant le Congrès américain qui dit qu'elle a rendu visite donc à sa sœur qui venait d'accoucher. Elle était au Koweït, pardon. Et pendant qu'elle était là, elle a vu des soldats irakiens débarquer dans l'hôpital, sortir des bébés des éprouvettes et les déposer par terre. Et les bébés sont donc décédés de froid. D'autres témoignages également d'une autre dame qui dit qu'il a vu des soldats irakiens également éteindre des cigarettes incandescentes dans le blanc de l'œil des civils.
Devant le Congrès américain également, vous avez un médecin également qui affirme avoir enterré les bébés qui sont décédés, dont parlait Naira tout à l'heure, je parlais de ça. Donc, les membres permanents du Conseil devraient voter une résolution autorisant un éventuel recours à la force militaire en Irak. Ensuite, les États-Unis, avec donc, le Pentagone, a produit donc, des preuves, de fausses preuves de ce que l'Irak allait envahir l'Arabie Saoudite. Ça leur permettait également d'aller à Riyad et donc d'envahir aussi le royaume pour voir un peu comment ça se passait là-bas. Tout ça, c'est de la stratégie. Et donc, c'est des photos truquées qui ont été mises à disposition. Et tout ça pour que l'Arabie Saoudite puisse faire croire à l'État qu'il y a des choses qui sont en train de venir vers eux. Donc, on laisse d'abord le Koweït qui a été objet d'invasion de l'Irak et on va en Arabie Saoudite. Et cette opération dure plus longtemps que l'opération, puisque je vous ai dit, tempête du désert, c'est de janvier à février. C'était un canular, mais on l'a découvert que 22 ans après. Merci nos amis au niveau de notre salle de nous suivre toujours. Alors, le New York Times, le premier... On va bien continuer. OK. Le New York Times, le premier, rapporterait donc que des informations de provenance de l'ambassade du Koweït disaient ce dont je vous parlais. Mais les gens se sont rendus compte quelques temps après que Naira, en fait, n'était que la fille de l'ambassadeur du Koweït près de Washington. Elle a été coachée par le cabinet Hill Lawton. Le cabinet Hill Lawton, l'un de ses dirigeants était Greg Fuller. Greg Fuller, ancien chef de cabinet du président George Bush, vice-président à l'époque. Vice-président à l'époque. Donc, vous imaginez un peu comment on peut manipuler les gens à cette échelle. Et je précise que dans cette période, il n'y avait pas déjà les réseaux sociaux. Okay? Et le web était pratiquement à ses débuts encore. Donc, tout était sur les médias. On manipulait les gens à tort et à travers. Lorsque Amnesty International et l'Observateur sont allés sur le terrain, ils n'ont pas vu d'éléments de preuve. Ils n'ont rien vu, ils n'ont pas eu de témoins sur le terrain. Mais pourtant, à l'époque, personne ne les croyait. Les gens sont allés à la guerre. Puisqu'ils se sont confrontés, puisque George Bush, plusieurs interventions dans les médias, il a rappelé les témoignages. Donc ça, au niveau de la première guerre du Golfe, c'est déjà ça. Ensuite, vous avez la guerre d'Irak en 2003. Mais avant 2003, il y a un précédent. Le précédent, c'est l'attentat du 11 septembre 2001. Okay? Donc, en 2002, le président, donc, l'administration américaine, a inventé donc, des preuves que le dictateur irakien Saddam Hussein détenait des armes de destruction, donc des armes biologiques, massives, menaçant donc les USA et ses alliés. L'argument, c'était l'Irak fait partie donc, des 3 pays qui, aux yeux de la Maison-Blanche, étaient complices de terrorisme. Je vous parlais tout à l'heure de l'attentat du 11 septembre 2001. L'objectif, c'est de justifier une guerre contre l'Irak qui allait entraîner leurs alliés et obtenir la part des Nations Unies pour renverser Saddam Hussein. Ça ne se soldait évidemment pas la pendaison de Saddam Hussein. On l'a vu à la télé, c'est passé. Al-Qaïda était en Irak. C'est ce qu'ils ont dit, qu'ils ont annoncé sur tous les médias. Les médias occidentaux, bien sûr, il faut le préciser. Saddam Hussein possède et produit des armes biologiques tout en poursuivant un programme d'armes nucléaires. Parce que dans la période, ils avaient fait une rénovation de laboratoires de fabrication de vaccins et détiennent donc des stocks de gaz dangereux, comme par exemple le gaz sarin. Et tout le monde sait que c'est que le gaz sarin. C'est énorme. Est-ce qu'on peut un peu avancer sur le PowerPoint? Alors, prenons la guerre d'Ukraine. C'est là aujourd'hui. Je tiens à préciser rapidement que la guerre d'Ukraine n'a pas démarré en 2022. Ça a démarré en 2014. On appelle ça la guerre du Donbass. Mais revenons sur la guerre d'Ukraine. Alors, la guerre d'Ukraine, le fantôme de Kiev. Dès les premiers jours de combat, selon la presse orientale, un pilote ukrainien a abattu ou aurait abattu 6 aéronefs russes. Okay? Et donc, il devient donc le symbole de la résistance ukrainienne avec la vidéo qui a circulé dans la période, donc début février ou fin février. Ça, c'est sur Twitter et plein d'autres réseaux.
réseaux sociaux. Sur Twitter, l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko, qui dirigeait le pays, en Hongrie, parce que c'est son fils, Oleksiy Poroshenko, qui dirigeait réellement le pays, a publié sur Twitter et a mis des commentaires. C'était des images virtuelles, issues d'un jeu qu'on appelle, et tout le monde sait où pour aller chercher, c'est Digital Combat Simulator, DCS. Okay? Donc, cette vidéo a été issue de ce jeu-là. Ça a été propagé partout. C'est de la désinformation. C'est de l'imposture. C'est de la propagande. Prenons l'îlot serpent. Alors, après le siège, au lendemain donc, du siège du 24 février 2022, donc le siège de l'îlot serpent, le président Zelensky annonce que tous les gardes sont morts en héros. Ils ont préféré, il dit qu'ils ont préféré mourir que de se rendre aux Russes. Ils ont même été titrés héros de guerre, héros d'Ukraine à titre posthume. Quelques jours après, la défense militaire russe annonce que 80 militaires ukrainiens de l'île de Serpent se sont tous volontairement rendus aux forces russes. C'est de la comédie. Avec preuve à l'appui. Les Ukrainiens sont obligés de revenir quelques jours plus tard sur leur publication et de dire qu'ils se réjouissent, cette fois-ci bien sûr, de ce que leur frère n'ait pas été tué pendant l'opération et soit toujours en vie. Donc tout ça, c'est que de la propagande. Prenons les adieux émouvants. Alors, il y a aussi une vidéo qui avait circulé dans la période. Si les gens sont désireux, on peut leur mettre des liens à disposition après pour qu'ils puissent aller voir toutes ces vidéos et tout ce dont nous parlons. Donc, un homme a fait ses adieux, larmes aux yeux à sa famille. Cette vidéo également a circulé. Il est présenté comme un Ukrainien qui rejoignait l'armée. Mais en réalité, il était du Donbass, donc région russophone de l'Est de l'Ukraine. Il n'était pas du camp des Ukrainiens, mais il était plutôt de l'autre camp. C'était donc une vidéo, et il faut le préciser, c'était une vidéo de l'évacuation de début février 2022. Tout ça, c'est que de la désinformation. Alors, la liberté d'expression ne marche pas. Les informations alternatives n'intéressent plus personne. Ce qui marche, c'est plutôt la russophobie. Il y a eu la fermeture des médias financés par la Russie, notamment RT France et Sputnik, vous pouvez aller vérifier. Et ceci démontre clairement qu'en temps de guerre, un média doit être la voix de son maître. Même en Russie, même chose en Russie. Pareillement, dans le sud du Sahara, on a fermé pour des questions de sécurité nationale en temps de guerre. Vous avez par exemple France 24 et RFI. Nous allons revenir plus tard là-dessus quand nous serons donc dans la guerre du Mali. Pour m'évoluer, parce que là, je viens de parler de la bataille des médias. Alors, la guerre au Mali. Comme je disais tantôt, il y a eu des fermetures de médias, comme par exemple France 24 et RFI. Alors, il faut dire que la guerre au Mali, c'est l'immense sentiment d'injustice et la volonté de revanche, de ressentiment qui existait. Mais je tiens à préciser, avant d'aborder clairement la guerre du narratif au Mali et les campagnes de désinformation, que Poutine remet en cause l'ordre européen et la domination occidentale. C'est ça qui dérange surtout les gens. Les médias occidentaux américains, surtout, dépeignent Poutine comme le Hitler du XXIe siècle. Le dictateur qui menace la paix dans le monde, qui n'hésite pas à bombarder des maternités, des hôpitaux, et qui utilise le nucléaire et les armes biologiques. Ceux financés par la Russie, par contre, dénoncent le diable américain et l'OTAN qui menace la paix dans le monde également. L'OTAN qui installe des laboratoires biologiques à ses frontières. L'OTAN qui parle de paix et qui s'emploie systématiquement à encercler la Russie. La violation du pacte de 91 de ne pas s'étendre vers l'Est. Alors, dans ces conditions, qui est-ce qu'il faut croire? Point d'interrogation. Et sur l'axe Moscou-Pékin, il est clair. Et selon les médias chinois, l'OTAN a installé des laboratoires biologiques, bactériologiques, particulièrement dangereux pour la santé et la sécurité du monde. Ils donnent même des chiffres d'environ 400 et quelques laboratoires qui sont sur cet axe-là.
Et principalement en Ukraine, le Pentagone a la même issue, une trentaine de laboratoires. Sous prétexte de coopération, pour réduire les risques de sécurité biologique et renforcer la santé publique mondiale, les USA contrôlent, je disais tantôt, une quarantaine de laboratoires, dans 400 et quelques laboratoires dans près de 30 pays. En Chine, le coupable, c'est les USA et ses alliés européens. Beaucoup de virus seraient stockés dans ces installations, donc dans ces laboratoires. Revenez en arrière. Beaucoup de virus seront donc installés dans ces laboratoires selon un rapport du ministère des Affaires étrangères chinois. Qui croit dans ce moment-là? Chacun a sa vérité avec ses éléments de preuve. Ses reporters sur le terrain, ses spécialistes sur le plateau. À l'aide des réseaux sociaux, les Africains sont de plus en plus réticents quant à ce qu'il faut croire. Revenons maintenant sur la guerre au Mali. Alors, la situation de crise au Mali, il faut pouvoir le dire, ça a démarré en 2012, bien sûr, au lendemain de la guerre en Libye, où il y a eu la chute de Kadhafi. Et donc, c'est les groupes salafistes, djihadistes, donc indépendantistes, pro-Azawad, et les autres soldats qui sont revenus un peu de la Libye, qui ont envahi donc, en 2012 le Mali. À ce niveau-là, il y a eu aussi beaucoup de désinformation. Parce que la crise du Mali est le résultat d'années de corruption, d'indifférence, de mauvaise gouvernance. Et vous avez l'opération Serval qui a démarré en 2013. Vous avez l'opération Barkhane qui a démarré en 2014 et qui aujourd'hui a pris fin puisque les Russes sont présents. On n'oublie pas les campagnes de désinformation. Si par exemple les charniers, vous avez vu ça circuler partout. L'Union européenne qui proposait des missions d'instruction avec donc 800 instructeurs, avec un budget de 30 millions d'euros par an pour reconstruire l'armée malienne. Et la crise au Sahel trouve son origine en fait dans les guerres civiles algériennes lorsque les groupes salafistes, issus donc du groupe salafiste de prédication et de combat, issus du GIA, sont arrivés avec les autres qui venaient de la Libye. Je disais tantôt tout à l'heure. Ils disent, et quand je dis ils, c'est la junte, c'est les putschistes au Mali. Ils disent n'avoir pas besoin de propagande qui allait démobiliser les troupes sur le terrain, qui allait démobiliser la population de la soutenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fermé France 24 et RFI au Mali. C'est humain et logique de chercher, en fait, à imposer sa version, à imposer sa perception du monde. C'est le jeu qui veut ça. On ne peut pas leur en vouloir. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la guerre du narratif à travers donc, les campagnes de désinformation. Abordons maintenant quelques cas d'école. Mais avant d'aborder quelques cas d'école, je voudrais préciser également qu'au Mali, vous avez également la mort dans la zone de Moura, donc un peu vers la Mauritanie. Quelques personnes. Les djihadistes désinforment en disant que c'est les soldats maliens qui l'ont fait. Mais quand on est allé sur le terrain, les gens sont allés sur le terrain et ont eu des éléments de preuve, la population malienne ne s'est jamais sentie menacée par les soldats maliens. Bref. Quelques cas d'école maintenant. Les sites de désinformation. Alors, selon l'ONG Global Disinformation Index, les sites de désinformation généreraient environ chaque année près de 235 millions de dollars de revenus publicitaires. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Selon l'agence Science Press, en fait. Alors, Facebook, Cambridge Analytica ont vendu des données personnelles pendant les élections de 2016 aux États-Unis de près de 70 millions de personnes. Cela permettait en fait aux annonceurs et tous ceux qui étaient du cabinet donc de communication de tel ou tel candidat d'envoyer des informations ciblées à leur public cible. On peut désinformer. Donc, dans le but de déstabiliser un pays. Vous avez l'exemple dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a aussi des enquêtes journalistiques. Elles sont évoluées également. Il y a également des enquêtes journalistiques donc de l'IRA, Internet Research Agency, c'est une agence russe, qui propageait une quantité astronomique d'informations fausses afin de manipuler l'opinion publique internationale. Je peux continuer un peu. Je ne sais pas si de l'autre côté, les gens me suivent toujours. J'ai l'impression d'avoir accéléré un peu. Tout va bien, continuez.
OK. Alors, en parlant du poids de l'intelligence artificielle dans les campagnes de désinformation, la forme la plus simple de désinformation qui existe, et c'est ça qui fait peur surtout aux spécialistes, c'est que grâce au logiciel aujourd'hui, vous pouvez utiliser la voix et le visage de quelqu'un pour dire tout ce que vous voulez. C'est le deepfake. Donc, de la même manière que je suis là et que je suis en train de parler, il se pourrait que ce soit quelqu'un d'autre qui parle. Et vous me voyez, vous m'entendez, mais ce n'est pas moi qui parle. Et ça, c'est ce qui fait peur beaucoup plus aux gens aujourd'hui. Il faut qu'on trouve un moyen pour aller, que les gens trouvent un moyen d'aller dans ce sens-là pour trouver des solutions à ce genre de désinformation. Ça, c'est la plus dangereuse. Et c'est la plus simple. Évolue un peu, s'il vous plaît. Prenons quelques pratiques de désinformation en période de crise. Vous avez le détournement de 2,5 milliards d'euros du directeur financier de Vinci en 2016. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, des documents sont sortis, envoyés aux médias, donc à la presse, disant que le directeur financier de Vinci avait détourné environ 2,5 milliards d'euros. L'information est tombée autour de 16 heures. Avant 17 heures, ils avaient déjà perdu près de 7 millions, que dis-je, 7 milliards d'euros en bourse. En à peine une heure. Vous voyez déjà la gravité de l'acte. Vinci réagit et donc sort les éléments de preuve que tout ça était faux. Mais même s'ils rétablissent le tort, les faits sont là. Ils auraient perdu de l'argent et un temps précieux. Quelque part, certains vont dire non, c'est Vinci qui désinforme. Donc, le bénéfice du doute va toujours demeurer dans leur tête. Vous avez le Dreamer Day de Starbucks en 2017. Le projet, c'est simple. Les informations sont sorties. Sur Twitter, vous pouvez encore vous renseigner, c'est sur Twitter jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui est bon avec les réseaux sociaux, les trucs demeurent. Donc, il est dit que tous les immigrés vont pouvoir recevoir des frappuccinos de Starbucks gratuitement sur tout le territoire américain. Rien n'y était, les gens se sont présentés devant les stands de Starbucks. Ils n'ont rien reçu. Starbucks réagit, mais quelque part, les gens ont toujours le sentiment d'offuscation. Ils ont toujours eu ce ressenti-là de frustration. Je prends également le cas de la contamination au salmonelle des pots de Nutella en 2018 en France. Et le salmonelle, vous savez, ça peut vous donner de la diarrhée, de la fièvre. Et donc, quand une information comme ça qui touche surtout à la santé, les gens sont en panique. Et il a fallu beaucoup de frais pour pouvoir rétablir la vérité, pour pouvoir rétablir le tort. En fin de compte, Nutella n'a pas rappelé ces 600 000 pots dont il était question. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit en matière de désinformation. Le temps qui nous est imparti est un peu, nous avons un peu outrepassé ce temps-là. Dans les questions, peut-être, nous allons un peu plus aller en détail sur certaines choses. Merci à vous. Ici, il y a des questions? Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Candietto, pour cette belle présentation. Je peux vous rassurer que de l'autre côté, les participants vous suivent également en anglais avec l'aide de Monsieur Conny. Donc, nous allons passer tout de suite aux sessions de questions. Chères participantes et chers participants, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou l'écrire dans la session de chat. Est-ce que vous pouvez avancer la diapositive? OK, très bien. La première question que nous avons, elle est en anglais, donc je vais quand même la traduire pour vous. Okay. Comment puis-je identifier une fausse information en période de crise? Alors, face à cette question, je voudrais me rappeler vers ce que j'avais dit à propos des critères d'une information de qualité. 3 choses. Fiabilité, pertinence et actualité. Quand une information est d'actualité, je vous ai dit, la vérité a tendance à être très, très fluctuante. Donc, les informations vont dans tous les sens. Donc, surtout en période de crise. La première des choses,
faut voir, est-ce que cette information-là a une véritable source? Est-ce que cette source, elle est crédible? Donc, il y a des antécédents. Il faut se rendre compte qu'il faut faire sa petite recherche pour voir. Est-ce que ça ne prend pas beaucoup de temps? Est-ce que cette source-là a l'habitude de donner de vraies informations? Ou ils sont plutôt dans le concept de protéger leur maître, les PTF, ceux qui leur servent donc de sponsor. Et tout ça permet de se rendre compte de ce que, est-ce que cette information est vraie ou elle est fausse? Cette information-là, c'est les intérêts de qui? Et donc, c'est avec le temps, ça vient, hein, vous faites votre petit calcul dans la tête rapidement, vous faites quelques recherches et vous retrouvez tout de suite si l'information est vraie ou si elle est fausse. C'est un peu ça. Très bien, merci. Oui. Deuxième question, comment puis-je avoir des informations utiles, toujours en période de crise? Là, vous avez parlé de la différenciation des sources. Comment est-ce que maintenant, une fois qu'on a fait ce travail, on peut avoir des informations utiles? Alors, information utile, c'est à plusieurs niveaux. En l'occurrence, deux. Le premier niveau, c'est il faut préciser qu'il n'y a pas d'information inutile d'abord, en période de crise. Toutes les informations sont utiles. Tout dépend du bord où vous vous retrouvez. Donc, en fonction de ce que vous retrouvez d'un côté ou de l'autre, l'information peut vous être utile ou pas. Le deuxième niveau, c'est que en période de crise, vous avez les États. Donc, vous avez l'autorité administrative de votre pays, la police, la mairie. Les informations que ceux-là passent, ne vous rendez pas dans telle zone, ne vous rendez pas dans telle cité. À partir de cette heure-ci, vous ne pouvez plus circuler. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est les informations qui, d'abord, pour régir sa vie, surtout en période de crise. Surtout quand c'est à un niveau étatique. Et donc, si vous êtes en entreprise, c'est également le cas. Vous avez le sommet stratégique, donc, dans la ligne hiérarchique, sur le schéma de Mittler. Toutes les informations donc, qui descendent du haut sont considérées donc, comme paroles d'évangile, et donc comme utiles, et donc doivent être utilisées comme cela, et appliquées à la lettre. D'autres questions qui viennent? Très bien, merci. S'agissant par exemple du cas du Bénin, comment est-ce qu'on peut mettre en place des dispositifs fiables pour lutter contre la désinformation? Alors, nous ne sommes pas les tout premiers. Dans d'autres États, le procédé est simple. On met en place des cabinets, des agences de conseil, des experts qui régissent ces agences-là, qui les dirigent, et qui tout le temps sont en train de passer en revue des informations. Et donc, grâce à leurs sources et à leur réseau, ils sont capables de vous dire telle information est vraie, telle information est fausse. Donc, à travers les cabinets et les agences de conseil, on peut tout de suite se retrouver devant une désinformation. Donc, c'est eux qui vous disent, ah non, ça c'est une désinformation parce que les intérêts des uns et des autres sont en jeu. Les intérêts de tel groupe ou bien de telle entreprise ou bien de tel pays sont en jeu. Et comme tout le monde est dans la mondialisation et la globalisation et que les choses sont foisonnant ouvertes, tout va vite aujourd'hui, on peut tout de suite se retrouver dans une information, et ça, il faut le préciser, une information qui était vraie tout à l'heure peut ne plus l'être maintenant, puisque l'information est une denrée périssable. Et donc, il faut interpeller sur le fait que l'information doit être ajustée au fur et à mesure. Et donc, un dispositif fiable au Bénin donc, serait de mettre des cabinets, des agences. Mais il faut le préciser, il y a déjà la loi qui est là. Au Bénin, vous avez la loi du numérique qui permet donc de régir toutes les informations. Si vous êtes sur les forums et que vous véhiculez des informations fausses, vous pouvez toujours vous retrouver la criette. Et quand on va à la criette, la probabilité elle est forte, c'est de pratiquement 80% que vous vous retrouvez tout de suite en prison. D'autres questions, s'il vous plaît? Alors, dans l'autre sens, finalement, comment est-ce qu'on dispose d'outils pour mettre en œuvre de la désinformation? Cette question, elle est sensible, mais en même temps, elle permet aussi de comprendre les moyens de ceux qui la mettent en œuvre. Les outils irrévocables en désinformation réussie. Oui. La première des choses, c'est d'avoir déjà une stratégie globale.
Donc, planifier ce qui va venir. Ensuite, il faut avoir une mainmise. Il y a une maîtrise des outils techniques pour faire des informations. On peut voir un certain nombre d'issues possibles parce que ce n'est pas un jeu de dames, c'est un jeu d'échecs. Faire de la désinformation, ce n'est pas la portée de tous. Il faut l'apprendre, l'exercer à plusieurs reprises. Donc, les outils, c'est la maîtrise d'abord des outils techniques, ça va de soi. Ensuite, le peaufinement d'une stratégie globale, ce qui nous permet d'avoir une logique dans la désinformation. Ainsi, et aussi, détenir de vraies sources d'information. Parce que sans information, vous ne pouvez pas aller dans les informations. Ça veut dire qu'au départ, vous n'étiez pas dans la désinformation, mais plutôt dans la mésinformation ou la malinformation. On l'a précisé un peu plus haut. Merci à vous. Un autre participant demande... Il y a des questions. Oui, un autre participant demande comment est-ce que ces enseignements peuvent aider dans la vie active. Reprenez la question, s'il vous plaît. Comment est-ce que ces connaissances que vous venez d'exposer peuvent les aider dans la vie active, dans la vie professionnelle? OK. Prenons le cas, par exemple, d'une entreprise. Vous êtes dans une entreprise, il paraît que les gens ne reçoivent rien. Alors, supposons que vous êtes dans une entreprise et vous voulez faire de la désinformation, par exemple. Ou alors, vous êtes objet de désinformation. La première des choses, c'est de savoir que nul n'est à l'abri d'une désinformation. Surtout que nous sommes dans un monde de globalisation et de mondialisation, avec une économie libérale. Et c'est la guerre économique. Et donc, dans ce concept de guerre économique, chacun doit pouvoir faire un passage entre l'offensive et la défensive. Donc, la sécurité économique, la diplomatie économique, la compétitivité économique, surtout quand on est dans le cadre des entreprises. Il est important de pouvoir avoir des solutions de gestion de crise. Et donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est pour permettre aux gens de voir à peu près comment est-ce que cela peut se passer. Comment est-ce que les gens s'y prennent, avec ou sans Internet, avec ou sans réseaux sociaux. Parce qu'on a vu un cas où il n'y avait pas les réseaux sociaux, on a vu le cas où il y avait les réseaux sociaux. Donc, avec ou sans Internet, la chose existait déjà depuis. Et ça existe encore toujours aujourd'hui. Dans le cas des entreprises ou dans la vie active, vous avez des gens où vous vous retrouvez dans des situations conflictuelles entre amis, où vous avez donc entre deux parties protagonistes, vous avez une troisième partie qui est là. C'est lui, et c'est cette partie-là, pardon, qui désinforme tout le monde. Donc, montre les gens les uns contre les autres. Surtout en politique, vous avez vu, on a vu des gens, donc l'opposition, la mouvance, et il y a une partie qui semble être médiateur, mais qui en fait joue le rôle de la politique de tout poids, deux mesures. Donc, vous voyez tout ça là, dans la vie active, ça nous permet de nous retrouver tout de suite. Et chaque fois qu'on est confronté à une situation, de nous poser la question, est-ce que cette information-là, elle est vraie? Est-ce que cette information-là, elle est fausse? À qui sert réellement cette information que je viens de recevoir? Est-ce que ça m'arrange ou ça me désavantage? C'est la question qu'il faut se poser. Et cette question-là nous amène donc dans une posture stratégique, dans une posture d'anticipation. Merci. D'autres questions? Très bien, merci. Monsieur Dovonou, est-ce que vous nous entendez? Ou monsieur ou madame? Oui, je vous reçois très bien. Très bien, veuillez poser votre question et bienvenue à cette session. Soyez bref, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je salue, je remercie tout l'auditoire et spécialement l'hôte aussi pour sa présentation. Je reviens sur ma question qui est de savoir les outils irrévocables de la désinformation réussie. Et donc, l'hôte, dans sa réponse, a dit qu'il y a des outils techniques. C'est bien de ces outils techniques que je voudrais qu'il nous en parle de façon approfondie et détaillée, parce que je voudrais réellement découvrir quels sont ces outils irrévocables, ces outils à voir. Aille un peu dans le concret. Merci beaucoup. Alors, dans le cadre
Je peux répondre? Merci. Ou bien une question vient d'en haut? Non, allez-y. Alors, dans le cas Merci, monsieur. d'une désinformation, l'information est d'abord un outil, pardon. Partons de ce principe-là. OK? Ensuite, pour que l'information soit un outil, il faut que cette information soit crédible et pertinente. Donc, on a la vraie information de sources crédibles. Et quand on va aller vers la désinformation, il faut d'autres outils également ajouter à cet outil-là qui est l'information crédible et pertinente. Ce sont les outils techniques. Les outils techniques, je veux parler par exemple du type dont je parlais tout à l'heure. Un logiciel qui vous permet d'utiliser la voix et le visage de quelqu'un pour dire tout ce que vous voulez. Ça fait un. La manipulation, par exemple, de logiciels comme Photoshop, Premiere Pro, donc les logiciels que vous savez, je ne vais pas appeler le nom pour ne pas entrer dans des schémas de propriété intellectuelle, okay, qui nous servent donc à un moment donné à manipuler l'information, à fabriquer des photos truquées. Je suppose que l'intervenant a déjà vu, par exemple, des montages d'images où vous avez deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées se retrouver sur une photo côte à côte comme si c'était en train de se souper entre amis. C'est de la désinformation. Et donc, la maîtrise de cette information-là, vous avez par exemple Pegasus. OK? Donc, ça, c'est des outils techniques qui nous permettent donc de faire de la désinformation réussie. Notre interlocuteur est satisfait ou bien il y a une question qui... Oui, merci beaucoup. C'est assez clair. On comprend aussi la sensibilité de ce type de diffusion d'informations à propos de ces outils. Oui. Une autre question, face à la désinformation et aussi peut-être à la recrudescence de ces outils, est-ce que le citoyen est mieux armé aujourd'hui qu'auparavant? Non, vous vous en doutez, je l'ai dit tout à l'heure. À part la loi du numérique qui est là aujourd'hui, mais qui ne régit qu'une partie de la chose, donc le légal, je suppose pas, je vous donne un exemple. Vous avez sur, par exemple, WhatsApp, quelqu'un qui véhicule, donc qui propage les photos, peut-être de nudité de son ex, donc de son ex-partenaire. Grâce à la loi numérique, on peut interpeller cette personne-là. Mais la désinformation, c'est une information fausse, ça, il faut le dire. Ici, dans le cadre de l'exemple que je viens de donner, c'est de la malinformation. Puisque l'information, elle est vraie, c'est la personne. Ça n'a pas été manipulé, mais elle a été diffusée pour nuire. C'est de la malinformation. Dans le cas de la désinformation, l'information est d'abord faussée avant d'être diffusée. À partir de ce moment-là, quels sont les éléments de preuve qui justifient de ce que vous avez fait ci ou bien vous ne l'avez pas fait? C'est sur ça que la loi va se baser, la loi du numérique. D'où l'objectif donc de cette présentation, pour permettre aux gens de toujours se poser la question. Comme on le dit en philosophie, toute réponse entraîne une nouvelle question. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? OK. On va redonner la parole aux participants précédents. Il y a une autre question. Allez-y. Oui, merci beaucoup. J'ai deux questions additionnelles. La première, c'est de savoir quelle est la nuance entre désinformation et ruse. La nuance qu'il y a entre la désinformation et la ruse. Et ma deuxième question additionnelle est de savoir quel est le résultat d'une désinformation. Quand j'engage l'outil de la désinformation, quel est le résultat attendu? Quel est le résultat visé quand on engage une désinformation de façon pratique? Merci beaucoup. Merci pour J'en ai votre fini. question. C'est une question. C'est une question assez intéressante. Je l'ai dit tout à l'heure. Le résultat, je parle de la dernière question, le résultat d'une désinformation, c'est le nuire. Et on le retrouve tout de suite
dans l'objectif de la désinformation, c'est de propager des informations dans le cadre de nuire à quelqu'un, d'infléchir des positions, de servir ses intérêts. C'est ça le résultat. Le résultat, c'est de servir ses intérêts. À travers donc la propagation des informations qui nous arrange, nous, si c'est nous qui faisons de la désinformation. Ce qui m'amène sur la première question, parce que désinformer, en fait, c'est faire preuve de ruse. Et la ruse, c'est de la stratégie. C'est de la malice. Ça fait donc objet, comme vous pouvez le constater. Ruse, désinformation. La désinformation, c'est la stratégie. La ruse, c'est de la stratégie. Donc, faire objet de désinformation, c'est faire preuve de ruse. C'est faire preuve de malice. Ça va de soi. Parfait, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Monsieur Agboruto, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Ok, si vous êtes avec une autre personne qui suit la réunion, il faut que vous vous éloignez parce qu'on a de l'écho. On réessaye. Allez-y. OK. Merci déjà pour cette présentation. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a une différence entre la fausse information et la désinformation? Et deuxièmement, est-ce que la désinformation a-t-elle un avantage pour une entreprise en particulier ou dans un domaine en particulier? Merci. Alors, quel que soit le domaine d'activité où vous vous retrouvez, quelles que soient vos orientations politiques, quelles que soient vos positions stratégiques, responsabilités, la désinformation ne peut que vous avantager. La désinformation ne peut que vous servir parce que la désinformation, c'est d'abord un outil avant tout propos. Ça sert aux intérêts. Ce qui m'amène sur votre première question. Une information fausse, une désinformation. Alors, une information fausse n'est pas déjà une désinformation. C'est à partir du moment où vous propagez cette fausse information que vous commencez à faire de la désinformation. Ça, c'est très important. Il faut pouvoir le dire. C'est une fausse information que vous n'avez pas partagée, reste une information à votre niveau. Ce n'est qu'une de personne. Vous commencez à désinformer quand vous commencez à faire de la propagande. Quand vous rentrez en imposture. Puisque l'objectif de la désinformation, c'est de servir ses intérêts en propageant de fausses informations. C'est ce qui la différencie, bien sûr, on l'a vu, de la mésinformation et de la malinformation. Merci à vous. D'autres questions? Oui, on a toujours la même personne. Monsieur Agboruto, est-ce que vous avez une autre question ou vous voulez Oui, j'ai commencer la réponse? une troisième question. Okay. Okay. Tout à l'heure, allez-y. J'ai cru comprendre qu'on a parlé de la fausse information pouvant être suspendue ou punie par la loi. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les attitudes à adopter ou les précautions à prendre pour éviter une telle situation dans le cas où nous voulons rentrer dans la désinformation. C'est tout. Merci beaucoup. La chose que je peux vous dire, cher ami, c'est ne faites jamais de pilotage à vue. Ne vous mettez jamais à découvert quand vous faites de la désinformation. C'est dangereux. Parce que si jamais vous ratez votre opération, vous serez tenu pour responsable. Parce que celui qui désinforme, par exemple, si vous faites des photos truquées, que vous utilisez un faux compte, que vous propagez cette information-là, c'est vrai que par des moyens beaucoup plus sophistiqués, on peut vous retrouver à travers les adresses IP. C'est un autre processus, je ne peux pas expliquer ça ici. Mais si au départ, vous avez utilisé votre propre compte personnel pour propager une fausse information, c'est d'accord avec moi que dans les heures qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, vous serez tout de suite interpellé et rangé. Vous serez tenu en respect et les responsabilités seront situées à partir de ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question ou s'il y a une préoccupation. On va encore prendre une dernière question. Madame Adou, allez-y.
il faudra réactiver votre micro et demander aux gens à côté de baisser le son si c'est le cas. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Aristote, pour ce séminaire. Je me demandais, est-ce que la désinformation ou c'est pas un crime dans le contexte donné? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. On n'a pas bien entendu. Est-ce que la désinformation est un crime ou ça ne l'est pas dans le contexte donné? Je comprends le contexte d'une crise. Est-ce que la désinformation, pénalement, est une crise? Est un crime? Pénalement, est-ce que la désinformation Finalement, est-ce que la désinformation est un crime? Je suppose que c'est pénalement parce qu'elle n'a pas précisé. Ah, d'accord. Bon, je vais me poser votre question, s'il vous plaît, madame. Allez-y. OK, merci, monsieur. Je demandais, est-ce que la désinformation est un crime ou il le faut dans des contextes donnés? Bien sûr, il vous faut un contexte pour désinformer. Vous ne pouvez pas vous lever et commencer à désinformer sur n'importe quoi. Il faut que ça serve vos intérêts. Ça fait un. Alors, deuxième chose, le fait de savoir si c'est un crime ou pas. Prenons le cas, par exemple, du faux et d'usage de faux. Parce que quand vous faites une fausse information que vous propagez, c'est l'usage du faux. C'est pénal, c'est criminel. Donc, forcément, vous serez interpellé par la loi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je disais à notre interlocuteur précédent qu'il est important que s'il veut faire de la désinformation, puis si c'est la désinformation, c'est d'abord une fausse nouvelle qui est propagée. S'il veut faire de la désinformation, il est important de pouvoir trouver des astuces, des procédés qui ne le relient pas directement à cette information-là, fausse ou faussée. C'est pénal. Et il faut pouvoir prendre beaucoup de précautions pour ne pas se faire prendre quand on veut faire de la désinformation. Ça, c'est très important. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Gandietto. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses cet après-midi. Nous allons passer à la suite. Vous pouvez passer les diapositives, s'il vous plaît. Encore, oui, merci. Donc, non, revenez. Merci beaucoup. Donc, dans la suite des choses, 2 séminaires sont prévus par l'Université IRGIB. Le prochain se tiendra le 26 mai 2022 et on abordera cours dans les ateliers d'études stratégiques. Le deuxième séminaire viendra début juin, le vendredi 3 juin. S'il vous plaît, revenez en arrière. Merci. Le vendredi 3 juin et sera en collaboration avec une université partenaire au Gabon. Le sujet de ce séminaire sera la formation duale comme alternative à l'employabilité des jeunes. Donc, suite au séminaire que nous venons de terminer, nous allons vous transmettre les supports de présentation, comme certains l'ont déjà demandé, et les enregistrements vidéo sur une page en ligne. Et nous vous donnerons aussi les informations et les liens pour vous inscrire au prochain séminaire. Prochaine chose, vous pouvez avancer maintenant. Alors, comme vous le savez, l'université aussi a des formations initiales et des formations continues. Et au-delà des séminaires en ligne, nous proposons actuellement l'université aussi pour certains professionnels ou pour les étudiants qui veulent compléter leur spécialisation, propose en juillet une école d'été
du 4 au 8 juillet. Cela portera sur la gestion de projets industriels. On abordera des thèmes comme l'implantation de projets industriels, les études de coûts, les infrastructures de transport, les données, la manière de les gérer et de les utiliser pour promouvoir les projets, l'informatique décisionnelle ou encore le financement et la mobilisation de ressources. Vous aurez plus d'informations là sur le lien qui s'affiche et qui sera aussi dans le support de présentation ainsi que le message de suivi. Vous avez le tarif qui est affiché et les différentes choses qui seront incluses dans cette école d'été qui durera une semaine. Et donc, ce sera en ligne avec des formats synchrones et des formats asynchrones. Donc, voilà, si vous êtes intéressé ou vous pensez connaître des gens qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas à aller sur la page en question. Voilà une dernière annonce avant de clore ce séminaire. Habituellement, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, habituellement, sur tous les séminaires en ligne de l'Université Ergib Africa, vous aurez une enquête post-séminaire juste à la fermeture de la session. Donc, on vous invite à pouvoir remplir, à donner votre opinion sur le séminaire qui vient de se dérouler. Ça apparaîtra automatiquement dès que la session sera terminée. Donc, voilà un peu pour quelques questions logistiques. Je vais redonner peut-être la parole à Monsieur Gandieto pour quelques mots de conclusion. Merci. Alors, merci à tous, à M. Romaric, à tous ceux qui nous ont aidés de l'autre côté de la salle où les anglophones étaient. Je vous remercie tous et j'espère qu'on aura appris quelque chose aujourd'hui parce que nous étions donc à un rendez-vous tutoriel et pour recevoir. Et s'il n'y a plus rien, je nous souhaite à tous bonne soirée et bonne fin de journée. Merci à vous.